Bonjour, on va regarder cet exercice qui a été posé à l'oral de Minpont en filière PC en 2024. Il aurait bien sûr pu être posé à d'autres concours dans une autre filière et bien sûr une autre année. C'est tout à fait intemporel. On se donne deux matrices carrées de taille n étant un entier supérieur ou égal à 2, et on demande si l'égalité AB égale carré implique l'égalité si l'égalité AB le tout au carré égale 0 implique la même égalité pour BA. Alors notez qu'évidemment, il faut tenir compte du fait que la multiplication des matrices n'est pas une opération commutative, donc il est tout à fait possible que AB et BA soient des matrices différentes en général. Alors on va voir au cours de l'exercice qu'il y aura deux cas à traiter selon la valeur de n. Et une première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on va émettre l'hypothèse que AB au carré est la matrice nulle. Et cela s'écrit AB égale 0. Attention à ne pas écrire A carré B carré, ce qui supposerait que A et B commutent alors que l'hypothèse n'est pas faite. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en multipliant à gauche par B et à droite par A, on obtient l'égalité BAB fois A égale 0, c'est-à-dire BA le tout au cube égale 0. Donc la déduction qu'on fait n'est pas celle qui est demandée, mais ça ressemble d'une certaine manière, puisque ça nous dit que les matrices AB et BA sont toutes les deux ce qu'on appelle des matrices nilpotentes, des matrices dont une certaine puissance est nulle. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire des matrices nilpotentes ? Eh bien, je vais rappeler, entre guillemets, quelque chose. Je dis rappeler parce que ce n'est pas censé être une propriété du cours dans la filière PC. Donc, on va voir la chose suivante. Ça pourrait être un exercice à part et c'est peut-être une indication qui a été donnée pendant l'oral. Lorsqu'on prend une matrice M dans Mn2K, eh bien, l'égalité, donc M est nilpotente, c'est-à-dire possède une certaine puissance nulle, si et seulement si son polynôme caractéristique est égal à x puissance n, et c'est également équivalent au fait que m puissance n soit nul. Voilà ce qu'on va voir, qui va permettre, dans un certain cas, dans le cas n égale 2, de répondre positivement à la question. Donc on va voir ceci. Certainement que dans certaines classes, ceci fait partie du cours ou des compléments de cours. En filière PC, ça ne fait pas partie des connaissances de cours. Le mot nilpotent lui-même ne fait pas partie du programme. Donc, je vais démontrer ce que je viens d'affirmer. Voilà, j'ai recopié l'énoncé et on va donc démontrer ceci. Alors, pour démontrer ceci, je vais montrer une chaîne d'implication. Je vais montrer que si M est nilpotente, alors, son polynôme caractéristique est x puissance m. Ensuite, cette implication, le fait, si le polynôme caractéristique est égal à x puissance m, alors m puissance n est nul. Ça, c'est connu, ça s'appelle le théorème de Cayley-Hamilton. Et enfin, si m puissance n est nul, alors m est nilpotente. Ça découle directement de la définition d'une matrice nilpotente. Donc, j'ai seulement une implication à démontrer, qui est que si m est nilpotente, alors son polynôme caractéristique est x puissance n. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va dire ? Je fais donc l'hypothèse que m est nilpotente, c'est-à-dire il existe un entier k dans n étoiles tel que m puissance k soit la matrice nulle. À ce moment-là, on en déduit que x puissance k est un polynôme annulateur de la matrice M. Et on sait que lorsqu'on a un polynôme annulateur, le spectre est inclus dans l'ensemble des racines. Et je vais considérer ici le spectre complexe de la matrice M. Il est inclus dans l'ensemble des racines complexes du polynôme x puissance n, c'est-à-dire le singleton 0. Par ailleurs, le spectre
de la matrice M est non vide. On peut le déduire du théorème de D'Alembert, ou si on veut dire les choses de manière un peu moins forte, l'égalité m puissance k égale 0 montre que m n'est pas inversible. Si m était inversible, m puissance k serait inversible aussi. Donc je vais dire ici, m n'est pas inversible. Donc 0 est un élément du spectre de cette matrice. Donc le spectre complexe de M est égal très exactement au singleton 0. Par ailleurs, on sait que le polynôme caractéristique de M est scindé sur C. On sait aussi que c'est un polynôme unitaire de degré n, et on peut donc conclure que ce polynôme, c'est x puissance n. Et après, donc, je le redis, si on suppose que ceci est vrai, on en déduit par le théorème de Cayley-Hamilton que m puissance n est la matrice nulle, et la boucle est bouclée. Donc j'ai montré ceci. Le fait qu'une matrice soit nilpotente équivaut à ce que sa puissance n soit nulle. Et par conséquent, si on se place dans le cas où n vaut 2, eh bien, le fait que BA soit nilpotente, on a montré que BA au cube est nul, BA est nilpotente, donc BA au carré est la matrice nulle. Donc sous l'hypothèse n égale 2, les considérations sur les matrices nilpotentes donnent que la réponse à la question qui était posée est positive. L'égalité AB au carré égale 0 implique BA au carré égale 0 pour le cas n égale à 2. Et maintenant, on va se placer dans le cas où n est supérieur ou égal à 3. Et cette fois, on va voir que la réponse est non. C'est-à-dire qu'il est possible, on va construire A et B tel que AB au carré soit nul, mais BA au carré ne soit pas nul. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, je vais commencer par le cas n égale 3. En réalité, je vais prendre carrément n égale à 3, et de toute façon, on pourra facilement généraliser à partir de là. Bon, pour ça, donc, on a vu, je rappelle, que BA au cube est nul. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver une matrice 3,3 dont le cube est nul et le carré n'est pas nul. Alors parmi les matrices nilpotentes notoires, il y a les matrices triangulaires supérieures strictes. Et je propose d'introduire ce qui est certainement l'exemple le plus courant dans les exercices, les compléments de cours, c'est cette matrice-là, qui est une matrice nilpotente. Quand on calcule son carré, je ne détaille pas, on trouve ceci, ce qui est non nul. Et puis, quand on calcule m au cube, je ne détaille pas non plus, on trouve 0. Donc ça, c'est un exemple de matrice dont le carré n'est pas nul, mais le cube est nul. Et la question maintenant, ça serait comment choisir A et B de telle sorte que B fois A soit égal à cette matrice M. Et, on l'espère, A fois B dans l'autre sens aura par contre un carré égal à 0. Alors là, ce que je propose, pour dire les choses, en préparant cette vidéo, j'ai bricolé 2-3 choses et je suis tombé sur des solutions. Mais j'aimerais commencer par profiter de cet exercice pour montrer des conditions nécessaires sur les matrices A et B, qui ne sont pas suffisantes pour qu'elles satisfassent les conditions qu'on veut. Je voudrais vous montrer des conditions nécessaires sur A et B pour qu'elles satisfassent cette égalité B fois A égale à M. Donc je propose, si j'appelle, je vais faire une pseudo-analyse synthèse. En réalité, je ne vais pas faire une analyse complète. Donc je vais faire l'hypothèse
que B fois A soit égal à M, et on va tâcher de trouver des conditions nécessaires qui vont restreindre un petit peu le champ de notre recherche. Et si je fais ça, c'est parce que quand on pose ce genre d'exercice à l'oral, on attend ce genre de démarche. Du moins, j'espère que c'est ce qui est attendu. J'espère que les personnes qui posent ce genre d'exercice ne s'attendent pas à ce que le candidat ou la candidate déroule une solution comme ça sortie de nulle part. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait l'hypothèse que BA est égal à M? Là, j'ai dit inclus parce que je pensais déjà à la suite. Eh bien, une conséquence, ça va être d'abord que le noyau de A soit inclus dans le noyau de M, puisque l'égalité AX égale 0 entraîne BAX égale 0, c'est-à-dire MX égale 0. Et par ailleurs, une autre conséquence, c'est que l'image de M soit incluse dans l'image de BA, puisque les éléments de l'image de M sont les vecteurs de la forme M fois X, ce sont donc les vecteurs de la forme B fois A fois X, et B fois A fois X, c'est un élément de l'image de B. Alors j'ai écrit image de BA, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était image de B. Bon, ok. Alors par ailleurs, mettons que j'ajoute dans les hypothèses que A et B ne soient pas inversibles. Pourquoi ça? Parce que alors, est-ce que je réfléchis un petit peu, je n'avais pas réfléchi à ça avant. On peut montrer que si l'une des deux n'est pas inversible, alors il sera impossible que AB au carré soit nul. Voilà. C'est pour cette raison. Alors je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi, de toute façon, il faut que A et B soient non inversibles si je veux que la matrice A fois B au carré soit nulle. Et la raison pour ça, c'est que, donc, imaginons que A soit inversible. À ce moment-là, le rang de M est égal au rang de B, et par conséquent, le rang de B va valoir 2, et donc AB et BA sont toutes les deux de rang 2, et pour une matrice AB, alors pardon, je vais noter grand N la matrice AB. Ce que j'affirme, c'est que donc, si vous avez une matrice N dans M3 de R dont le rang vaut 2, eh bien, il est impossible que N au carré soit nul. Donc, ce que j'affirme, c'est que ceci implique que N au carré ne peut pas être nul. Alors, à quoi est-ce qu'on voit ça? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image de N au carré, c'est l'image par N de l'image de grand N. C'est-à-dire, les éléments dans l'image de N carré sont ceux obtenus en appliquant à grand N les éléments de l'image de grand N. C'est ceux où on a appliqué N 2 fois. Et alors? Eh bien, ça, c'est l'image de ce que je vais appeler phi, où phi est la restriction de l'application de l'image de grand N vers M3,1 de R. Alors là, j'ai pris R au lieu de K, ça n'a pas d'importance, qui envoie un vecteur colonne sur N fois U. Donc l'image de N carré, c'est l'image de cette restriction, qu'on peut voir d'ailleurs comme un endomorphisme, mais ça n'est pas très important. Et par conséquent, eh bien, le rang de N carré, qui est le rang de l'application phi, peut être calculé par le théorème du rang. C'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire rang de grand N, moins la dimension du noyau de phi. Or, le noyau de phi est inclus dans le noyau de grand N, puisque si vous prenez U dans le noyau de phi, NU est nul.
il se trouve que le noyau de grand N par le théorème du rang est de dimension 1. Donc, la dimension du noyau de phi est majorée par 1. Et puisque le rang de grand N vaut 2 et la dimension du noyau de phi est majorée par 1, eh bien on peut voir que le rang de n carré est minoré par 2 moins 1, c'est-à-dire 1, et ça prouve que n carré est non nul. Donc là, je viens d'expliquer pourquoi, si on suppose que A est inversible, la matrice AB au carré ne donnera jamais la matrice nulle. Donc ça ne serait pas raisonnable de supposer A inversible, et de la même manière, ça ne serait pas raisonnable de supposer B inversible. Donc, je vais faire de la place, et on va reprendre des raisonnements à base de rang. Voilà, donc j'ai supposé A et B non inversibles. Et alors, remarquez une chose. Donc, je reprends maintenant les inclusions qui sont là. Et ce qu'on va voir, c'est que ces inclusions sont forcément des égalités. Pour une raison simple, c'est que la matrice M a une image de dimension 2, donc un noyau de dimension 1. Et si maintenant je suppose que B n'est pas inversible, eh bien l'image est de dimension strictement inférieure à 3, donc forcément la dimension vaut 2, ce qui fait que cette inclusion a lieu entre deux espaces de même dimension, donc ces espaces sont égaux. De la même manière, A n'étant pas inversible, son noyau est de dimension strictement positive, donc son noyau va être de dimension 1, et là encore, ces deux espaces satisfont une inclusion tout en ayant la même dimension, donc en fait ils sont égaux. Le noyau de A doit nécessairement être le noyau de M, et l'image de B doit nécessairement être l'image de M. Donc ce qu'on voit, c'est que, juste avec des raisonnements d'algèbre linéaire, pour réaliser cette égalité, et je rappelle que dans les buts, il y a le fait que AB au carré soit nul, bien nécessairement, l'image de B doit être l'image de M et le noyau de A doit être le noyau de M. Maintenant, on peut lire sur la matrice M quels sont le noyau et l'image. L'image d'une matrice, c'est l'espace engendré par les colonnes. Et ces colonnes, c'est celles qu'on a coutume d'appeler E1, E2, les deux premiers vecteurs de la base canonique de l'espace des colonnes. Donc voilà l'espace. Voici quelle est l'image de B, ce qui veut dire que notre matrice B, on doit la choisir avec, pour image, l'espace engendré par les colonnes de B doit être l'espace engendré par E1 et E2. Donc on mettra E1 et E2 quelque part dans la matrice B. Pardon. De la même manière, si on cherche le noyau de A, on peut remarquer que puisque la première colonne, le noyau de M, on peut remarquer que puisque la première colonne de M est nulle, ça signifie que E1, le premier vecteur de la base canonique, est dans le noyau, et comme ce noyau est de dimension 1, eh bien ça signifie que ce noyau, c'est la droite dirigée par le vecteur E1. Autrement dit, pour notre matrice A, on va prendre une matrice avec une première colonne nulle. Et pour la matrice B, on va prendre des colonnes qui sont toutes dans l'espace engendré par E1, E2. Autrement dit, on est obligé de prendre une troisième ligne nulle. Et ensuite, il va s'agir d'ajuster le reste des matrices pour obtenir la matrice M quand on effectue le produit AB. J'aurais probablement dû présenter les matrices d'un côté qui facilite le calcul. Donc la matrice B, on a dit, il y a des zéros ici. La matrice A, il y a des zéros ici. Et on voudrait que le produit des deux donne cette matrice. Et on veut une matrice de rang 2. Eh bien, donc il va falloir que je complète A par deux colonnes linéairement indépendantes. Et je me dis que ça devrait être assez simple de choisir la matrice M. Et il doit y avoir moyen de faire en sorte
que le produit de M par A soit égal à M. Alors, comment faire ça? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, quand on va développer B fois A, la première colonne va donner 0, donc ça ne sera pas un problème. Et tiens, je vais profiter de l'occasion pour rappeler comment on développe le produit d'une matrice quelconque par la matrice A. Si je prends une matrice B quelconque avec des colonnes que je note B1, B2, B3, quand j'effectue le produit de B par A, eh bien, je vais obtenir 3 colonnes. La première colonne, ça va être B fois la colonne nulle, donc ça va faire une colonne nulle pour démarrer. Et ensuite, la deuxième colonne de BA, c'est B multiplié par la première colonne de la base canonique, c'est-à-dire la colonne B1. Et de même, en troisième colonne, on va obtenir B fois le deuxième vecteur de la base canonique, ce qui va donner la colonne B2. Donc en ayant choisi la matrice A ainsi, le produit BA vaut ceci. Et si je veux obtenir M, ben on voit qu'en réalité, pour ce choix de A, il y avait un seul choix possible. Pour B1, on doit prendre ceci. Donc la première colonne de B va être celle-ci. La deuxième colonne de B, on va prendre celle-ci. Ou plutôt B2, ça doit être celle-ci. Bon, il se trouve que c'est la même. Donc on va prendre ceci. Et puis pour la troisième colonne, eh bien, on voit qu'on peut la choisir n'importe comment. On peut la choisir absolument n'importe comment. Mais moi, je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Je vais prendre des zéros et ça va fonctionner. Mais avec n'importe quel autre choix de la troisième colonne, le produit B fois A serait égal à M. Mais en mettant plus de zéros, on a plus de chances que les conditions soient les bonnes pour le produit AB. Donc en tout cas, la première partie du contrat est remplie, à savoir que B fois A, c'est la matrice M, c'est-à-dire une matrice dont le cube vaut 0, mais pas le carré. Et maintenant, on espère que le produit dans l'autre sens va donner 0. Et tiens, je vais présenter une autre... là, je viens d'expliquer ce que ça donne quand on multiplie à droite par A. Et je vais expliquer ce que ça donne quand on multiplie à gauche par A. Si je multiplie A par une matrice dont les lignes sont L1, L2 et L3. Quel est le calcul qu'on obtient? Eh bien, donc, A multiplié par L1, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, A fois L1, je regarde la structure de A en ligne, et on voit que la première ligne de la matrice produit, ça va être... Alors, pardon. Donc, le produit, je vais y arriver, hein, désolé. Donc, A fois cette matrice va avoir 3 lignes dont les expressions sont données par les coefficients qui sont là. Plus précisément, donc, A fois ceci, ça va faire 0 fois L1 plus 1 fois L2 plus 0 fois L3. Donc, ça va mettre L2 en première position. De la même manière, en deuxième position, A fois cette matrice, ça va faire 0 fois L1 plus 0 fois L2 plus 1 fois L3. Donc, ça va placer la ligne L3 ici. Et puis, en troisième position, on va avoir 0 plus 0 plus 0. On va avoir une ligne nulle. Donc ça, c'est le calcul général. Quand on multiplie cette matrice A particulière par une matrice qu'on a stratifiée en ligne, le résultat qu'on obtient est celui-ci. Donc ça, c'est un calcul général. Et on va regarder ce que ça donne dans le cas de la matrice B. Donc pour la matrice B, la ligne L2 est celle-ci, la ligne L3 est celle-ci. Donc, le produit de A fois B, je vais faire un petit peu de place. Le produit de A fois B donne donc en première position la première ligne de B, puis la troisième ligne de B, puis une ligne nulle. Et je vous laisse vous convaincre que effectivement cette matrice AB au carré est nulle.
ce qui prouve qu'il est possible, pour des matrices 3-3, de choisir deux matrices A et B telles que le produit AB est un carré nul, et tel que le produit BA est un carré non nul. Ce qui donne donc une réponse non à la question pour n égale à 3. Et maintenant, pour la généralisation aux dimensions plus grandes, c'est pas très compliqué. Donc pour la généralisation, mettons que j'appelle en fait A3 cette matrice, B3 cette matrice. Pour le cas général, il suffit de prendre la matrice A3, de la compléter avec des zéros partout ailleurs pour obtenir une matrice NN, et de faire pareil. On complète la matrice B3 avec des zéros partout ailleurs pour créer une matrice NN, et les propriétés de ces deux matrices sont exactement les mêmes. Le produit de A par B a un carré nul, le produit de B par A a un carré non nul. Je vous laisse vérifier les détails. Et c'est ainsi qu'on peut répondre donc finalement à la question: est-ce que l'égalité AB au carré implique l'égalité BA au carré égale 0? Si n vaut 2, la réponse est oui, à cause des propriétés sur les matrices nilpotentes. Si n est supérieur ou égal à 3, la réponse est non. On a pu construire des contre-exemples. Merci de votre attention.